Hello, Hello, hello. bonjour Frédéric Canvé. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui j'accueille Frédéric Canvé dans Fiche Métier pour nous parler de conseilmarketing.com, pour nous parler Mhm. également de son parcours, de son actualité, de quels sont les logiciels qu'il aime utiliser, une journée type, ses projets, et puis on lui demandera également ce qu'il pense de mon blog. Alors on va commencer par conseilmarketing.com qui est ton bateau amiral, Frédéric. Ouais, tout à fait. Bon, en fait, c'est un site que j'ai créé il y a, on va dire, 15 ans, quelque chose comme ça. En fait, le but était véritablement au début, c'était des simples notes en fait que je prenais parce que je voulais créer une boîte avec des potes. Et donc, en fait, j'ai commencé à noter tout le plan d'action parce que, en fait, on travaillait souvent chez les uns et les autres. Puis, en fait, bon, voilà, la startup n'a jamais vu le jour. Et puis, finalement, en fait, voilà, j'ai continué le blog parce que ça m'intéressait, j'aimais bien écrire. Et puis, quelque part, ça me permettait de sortir aussi de mon boulot où, en fait, je suis product manager depuis, on va dire, quasiment 20 ans. Et donc, voilà, product manager dans une grosse boîte, c'est vraiment serré sur un sujet. Et le blog me permet vraiment de voir autre chose et de me tenir au courant parce que le marketing évolue énormément vite. Et si tu ne te tiens pas au courant, tu finis par être lâché. Moi, tu vois, j'ai bossé dans pas mal de boîtes ces 5, 6, 7 dernières années. Et je vois en fait que en étant sur le web, en étant blogueur, tu as vachement d'avance sur les autres et que les entreprises sont généralement vraiment un peu larguées. Et donc, grâce à un blog, grâce à tout ce que je fais à titre perso, et ben, ça marche bien. Parce qu'en fait, j'ai deux activités. Un, en fait, product manager la journée et le soir, à peu près pendant 1 heure et demie tous les soirs, entre grosso modo 21h30 et minuit. Et ben, en fait, j'ai mon activité. Alors, j'ai été consultant à temps plein pendant longtemps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les boîtes te disent en France, non, on préfère avoir quelqu'un à temps plein parce que c'est moins cher, parce que tu seras vraiment à nos ordres, tu pourras travailler pour nous à 100%. Donc à chaque fois que j'ai comme ça eu des périodes où j'étais un peu plus calme, à chaque fois quelqu'un m'a dit maintenant on te veut à 100%. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est pas désagréable quand tu as des enfants et tout ça d'avoir comment dire un peu de congé et tout ça. Même si pendant mes congés je travaille pas mal pour mon blog. Donc voilà, donc j'ai les deux activités. Donc j'ai créé aussi une ou deux boîtes en quelques années. Donc mes boîtes à moi perso. J'ai monté aussi un magazine papier avec un pote. J'ai essayé de monter une ou deux startups avec des potes. Enfin bref, j'ai, euh, j'étais pendant très longtemps un boulimique du travail. Alors, c'est vrai que tu as une spécificité, c'est que tu fais des articles longs sur conseilmarketing.com, des articles qui peuvent aller jusqu'à 15 000 mots, hein. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est l'issue d'une stratégie. Pendant en fait des années, tu vois, c'est comme je lançais mon blog il y a très longtemps, c'était l'époque où en fait plus tu produisais des articles, mieux tu étais référencé parce que simplement à l'époque la concurrence était faible. Tu sortais un article de 250, 500 mots, tu pouvais éventuellement essayer de ressortir sur la thématique. Maintenant en fait c'est impossible, il y a trop de gens qui produisent du contenu, il y a trop de contenu, il y a trop de concurrence et il y a plein de gens qui optimisent beaucoup, qui sous-traitent la création de contenu. Donc tu peux plus le faire, tu peux plus y arriver dans notre thématique à nous, de toute façon, le web marketing ou le marketing. Si tu n'as pas minimum, allez, 1500 mots, tu ne ressors pas. C'est pas possible parce qu'en fait, déjà, en moins de 500 mots, tu ne peux pas apporter du contenu, donc les internautes restent pas longtemps, ils trouvent pas beaucoup d'intérêt, et Google le voit avec Google Analytics, et les gens ils rebondissent directement, ils retournent sur le moteur. Et deuxième chose, Google il estime que si en 500 mots, tu fais un contenu, si quelqu'un fait un contenu sur le même mot à 1500 mots, forcément la personne qui fait 1500 mots est meilleure. Donc ça, c'est mon constat. Pendant des années, j'ai fait un article par jour. Et c'est vrai que c'était un challenge parce que ça t'oblige, ça te fait une routine. Alors forcément, ça te génère un peu de trafic à très court terme, mais en fait, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, Google privilégie vraiment les gros articles. Et je vois, moi, mes articles qui marchent le mieux sur le site internet, c'est des articles plutôt longs, qui sont des dossiers et qui sont des références dans le secteur. Donc voilà, donc je suis passé de cet aspect un article par jour. Et parfois c'était de la vidéo, parfois c'était une image. Et les gens me disaient, ouais, ton site, ce qui est chiant, c'est que des fois, il y a les pubs du jour, les interviews et tout ça, c'est chiant. Je récupère pas d'infos. Les gens me disaient avant, ouais, il y a quelques années, ton article, ton site était bien, mais tu as commencé à faire des vidéos, des machins, et puis c'était plus intéressant. Donc il faut vraiment rester concentré, apporter de la valeur. Et c'est pour ça, en fait, que je fais des dossiers. Alors, je le fais de deux manières soit en fait en audio. Tu vois, cette interview-là, je la fais transcrire en offshore par un de mes assistants. En fait, j'en ai deux. Un que je prends de temps en temps pour des actions particulières et une que je paye tous les mois 500 € pour m'aider, pour répondre au chat, pour faire des actions sur LinkedIn, pour faire des traitements de fichiers, pour faire ceci, cela. Et donc, en fait, ces personnes-là peuvent prendre cette vidéo, la transcrire en format texte et après, tu la retravailles. Je la retravaille toujours
pour en fait extraire les trucs un peu chiants, les choses parlées et tout ça, et pour garder uniquement l'essentiel. Et là, tu arrives facilement à faire un bon article. Alors on parle effectivement de la liste aussi, on dit que l'argent est dans la liste. Toi, effectivement, est-ce que tu as rencontré des écueils au départ, effectivement, de conseilmarketing.com pour créer ta liste? Ah oui, bien sûr. Alors, je vais juste finir juste avant pour les gros articles. La deuxième chose, en fait, c'est que je travaille beaucoup aussi sur mes articles anciens. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, je vais créer des articles, créer des articles, créer des articles, sauf que sur Google, on voit bien que c'est certains articles dans ton blog qui rapportent beaucoup de trafic. Donc, il faut vraiment les chouchouter, ces articles-là. Il faut les travailler et il faut régulièrement les remettre en lumière, les mettre en valeur. Et c'est comme ça que tu arrives à faire des gros articles. Par exemple, là, j'ai sorti un article de plus de 15 000 mots. Il n'y a pas longtemps, c'est 40 stratégies de web marketing, quelque chose comme ça. En fait, c'est un article qui datait de 2008, qui était bien positionné, mais qui a baissé en fait en positionnement au fil du temps parce qu'il y avait des liens morts, c'était plus d'actualité. Et donc, je l'ai retravaillé sur une période de à peu près 3 semaines, en travaillant 1 heure par-ci, une demi-heure par-là, etc., etc., pour le rendre en fait un super article. C'est vraiment un article de référence et les gens se disent waouh, c'est un super truc. Ils le partagent sur LinkedIn, je l'envoie à mes newsletters, je le mets sur mes push navigateurs, je fais des liens entre les différents articles de mon blog, je le mets sur la homepage, etc., etc. Donc en fait, je les pousse ces articles-là, ce qui fait que Google se rend compte que c'est des trucs vraiment bien parce qu'il y a du trafic interne, il y a des liens et tout ça. Et donc en fait, c'est comme ça que tu arrives vraiment à bien cartonner. Et maintenant, moi, ce que je conseillerais aux gens, hein, c'est plutôt se concentrer sur des mots-clés vraiment spécifiques et se dire voilà, je vais être positionné là-dessus, donc je vais faire un super article, je vais chercher du lien, je vais le pousser. C'est plutôt chouchouter un article et le pousser à mort plutôt que de faire plein de petits articles. Parce que, par exemple, là, toi, il y a des gens que je connaissais pour qui j'écrivais, en fait, ils me payaient en tant que rédacteur SEO. Et je leur écrivais une tartine de 2500 mots et je les voyais qu'ils découpaient en 3 parties. Je disais, mais putain, c'est pas possible. Tu es en train de, t'as un super article qui peut être une référence et tu es en train de le découper en sandwich. C'était donner la confiture à des cochons, quoi. Voilà, la puissance est importante et il faut bien travailler ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que faire des gros articles parce qu'en fait, il faut être positionné sur les expressions. Donc, en fait, si tu n'es pas positionné dessus, si tu as un article qui est positionné sur une expression, si dans ton secteur, tu as 500 expressions type, tu perdras les 499 autres. Donc, en même temps, il faut également être présent sur les autres. Alors, donc, il y a plusieurs stratégies. Une stratégie, c'est de faire des articles un petit peu de moins bonne qualité. Tu peux faire de l'audit de contenu, c'est-à-dire que tu reprends tes newsletters, il y a X années qui sont pas publiés sur le web, tu reprends des fiches produits, tu prends des documents Word. Et là, en fait, moi, ça m'est arrivé souvent dans toutes les boîtes avec lesquelles j'ai travaillé, je fais cet audit de contenu et ça donne après, entre 30 et 60 jours d'articles publiés qui permettent de te positionner sur un contenu. Donc, en fait, après, tu peux sous-traiter aussi en offshore la rédaction de contenu, mais c'est pas forcément génial, nickel. Donc, voilà. Et puis, ça, c'est. Puis autrement, donc voilà, tu fais du maillage entre ces différents petits articles vers le gros. Il faut vraiment pousser ces gros articles stars. Voilà. Ta deuxième question, c'était. Oui, c'était sur la liste. On dit que l'argent est dans la liste. Alors, là, je suis quels ont été les d'accord. écueils que tu as rencontrés, toi, sur conseilmarketing.com quand tu as créé ta liste? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de créer une liste. Alors en fait, encore une fois, c'est un peu particulier parce que mon site ayant quasiment 10 ans, les problèmes de l'époque sont plus les problèmes de maintenant. En fait, quand j'ai commencé, j'avais juste une simple newsletter qui n'était pas segmentée, puis j'avais le bouton inscrivez-vous à la newsletter. Donc forcément, c'était assez minable et ça marchait pas trop. Et c'est vrai que c'est Olivier Janinski de Clit qui m'a dit attends, Fred, tu as un article qui fait 2000 mots ou 3000 mots, c'est un livre blanc, transforme-le mets-le dans Word, fais un PDF et puis tu pourras créer ta première liste. Et c'est là que j'ai créé ma première liste et c'est là que j'ai créé en fait mes premiers prospects. Mais là, je l'ai créé on va dire en 2010 ou un truc comme ça. Donc c'était déjà un peu tard. Puisqu'en fait, le problème c'est que ton trafic il est toujours un petit peu stable. Google il fonctionne comme tu le sais en palier. Tu as 25 visiteurs par jour, 150, 350, 500, etc. etc. Et ça progresse, mais de manière un peu linéaire, quoi. Enfin, linéaire avec des paliers quand même. Et donc, si tu captures pas du trafic au fur et à mesure, parce que les gens ils reviennent rarement sur ton site internet, enfin ils reviennent de temps en temps, mais à peu près un tiers de ton trafic revient régulièrement. 70% ou 66% c'est des gens qui nouveaux. Si tu captures pas leurs coordonnées, après c'est fini. Donc en fait, il faut avoir un effet cumulatif et c'est ce que permet de faire en fait la liste. C'est-à-dire que tu vas capturer tous les jours 50, 100 prospects, tac, 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 et tu arrives à une énorme liste. Sachant que c'est généralement les derniers
derniers prospects qui sont arrivés dans ta liste qui sont les plus chauds. Parce qu'ils ont un problème qui est urgent. Avec les prospects que tu as eu il y a 2 ans, bah, ils ont déjà résolu leurs problèmes et ce pourquoi ils étaient allés sur ton site internet. Donc c'est super important de cumuler sa liste et pouvoir en fait faire des promos parce qu'autrement, quand ils sont sur ton site, en fait, tu ne peux pas leur envoyer un message promo comme ça. Et donc, en fait, l'email reste encore essentiel, sachant que maintenant, il faut diversifier ses canaux. Donc, l'email, la notification par le navigateur, les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn qui te permet de créer une super liste. Hein. Par exemple, moi, j'approche les 30 000 contacts sur LinkedIn. Donc, c'est aussi bien qu'une newsletter. Et bien sûr, tu as tes autres réseaux, mais les autres réseaux, tu ne peux pas pousser comme ça, quoi. Facebook, Twitter, tu ne peux pas les pousser à un email, sauf à avoir un chatbot en fait sur ta page Facebook. Mais bon, tu as du mal à pousser en fait les choses. Donc en fait, c'est pour ça que LinkedIn est intéressant parce que tu peux récupérer les coordonnées, tu peux envoyer des direct messages. Il est encore assez ouvert comme site, ça ne durera pas, mais c'est vraiment un site qui est sous-estimé par beaucoup de gens et qui est un putain de site pour faire du trafic. Voilà. Et quand Et donc, tu dis donc 30 000 contacts sur LinkedIn, c'est-à-dire que tu peux les exporter, tu peux les gérer comme tu veux? alors en fait, bon, il faut le faire avec une certaine déontologie. Ouais, ouais. Mais oui, bien sûr, LinkedIn comme Facebook te permettent d'extraire en fait tes archives. Et en fait, quand tu extrais tes archives, tu récupères les emails des gens. Sauf que c'est des emails perso. Et donc, en fait, il faut faire gaffe parce qu'il y a à peu près une personne sur 1000 qui dira mais putain, comment vous avez eu mes coordonnées? J'avoue, je ne vous autorise pas à faire ça. Donc, oui, il faut le faire de manière un peu intelligente avec, par exemple, des vœux de bonne année ou passer de bonnes vacances ou des choses comme ça. En alternative, tu utilises tout simplement les direct messages. Quand tu as des contacts, en fait, tu leur envoies un email qui est gratuit quand les gens sont dans ton premier réseau. Par exemple, là, je te parlais de mon assistante. Et ben, en fait, j'ai fait un tri dans mes 16 000 contacts, enfin 30 000 contacts. Et je lui dis, bah voilà, tu vas m'envoyer un message personnalisé à ces 2000 personnes qui sont dans telle activité, qui sont responsables d'expérience client. Et tu lui envoies un message, bonjour, machin, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine préparation de mes web séminaires. C'est 3 web séminaires sur telle thématique. Est-ce que ça vous intéresse? Si vous voulez, inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas dispo, inscrivez-vous pour le replay. Bam. Et donc, en fait, je lui envoie comme ça cette liste. Enfin, c'est juste une simple requête. Hein. Tu tapes dans LinkedIn, je sais pas, directeur commercial, dans ta liste de ton réseau à toi, et tu lui dis, voilà, fais ça. Tu peux le faire avec un logiciel aussi qui s'appelle LinkedIn Helper, que j'utilise beaucoup, mais le problème de LinkedIn Helper, c'est qu'il va tout balancer. Et le problème, dans mes contacts à moi, j'ai des concurrents, j'ai des comment dire, partenaires, j'ai des collègues, et donc ça fait tout naze d'envoyer ça. Donc je lui ai fait un brief en disant, tu ne contactes pas telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, tu ne contactes pas les gens à qui j'ai déjà envoyé un message récemment, etc., etc. Donc c'est plus intelligent qu'un simple bot. Voilà. Et ça te coûte allez, une journée de boulot, voire une demi-journée de boulot. Donc, allez, on va dire que ça te coûte allez, 50 balles, quoi. 50 balles pour envoyer des messages à 2000 personnes personnalisées. Alors on va parler du trafic également, du trafic web que tu as sur conseilmarketing.com. C'est énorme, hein. Ouais, bah en fait, c'est un trafic qui est cumulatif, puisqu'en fait, comme tu sais, ça fait donc plus de 10 ans que je travaille sur le web, et donc bah, je dois être à peu près à 10 000 visiteurs par jour. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis ramassé une claque de Google, parce qu'en fait, bah, j'ai écrit un bouquin l'année dernière, donc j'ai fait pas mal de promos là-dessus, puis ça m'a pris du temps. Deuxième chose, bah, j'ai eu ma fille il y a à peu près 6 mois. Donc là aussi, ça m'a un petit peu tué parce que j'ai eu pas mal de soucis. En plus, je me suis pété l'épaule. Ma femme a des soucis de santé. J'ai eu le bébé était un petit peu malade à un moment donné. Donc en fait, j'ai dû laisser un petit peu le blog en jachère pendant un certain temps, faire uniquement d'entretien, on va dire. Il y a des fois où j'avais à peine 20 minutes par jour à consacrer au blog, quoi. Donc 20 minutes par jour, si tu as un peu de traitement d'email, un peu de machin, tu n'y arrives pas, quoi. Donc, je me suis ramassé une bonne baffe de Google, pas pour plusieurs raisons. Un, bah, bien sûr, parce que le blog était moins actif. Deux, parce qu'en fait, bah, pendant quasiment 2 ans, bon, j'étais un petit peu au ralenti. Et donc, en fait, mes articles stars, qui étaient des stars depuis des années, je ne les ai pas actualisés, je ne les ai pas mis à jour parce que c'est la fameuse technique que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que je prends des anciens articles et en fait, je les fais augmenter en fait, et je les mets à jour régulièrement, ce qui me permet de faire des gros dossiers. Voilà. Et donc, en fait, bah, j'ai perdu quasiment, on va dire, 25% ou 30% de trafic en l'espace de 2 mois. Et heureusement, j'étais en train de travailler aussi en même temps. C'est aussi pourquoi j'ai perdu un peu de trafic. J'ai beaucoup travaillé sur la conversion pendant quasiment 6 mois à 9 mois. J'ai produit très peu de contenu.
Mais par contre, j'ai amélioré un max ma conversion. Et donc, en fait, malgré le fait que j'ai perdu à peu près 25 à 30% de trafic, j'ai grosso modo, je pense, allez, 25 à 30% de prospects en plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai optimisé à mort la conversion. Je suis passé d'une conversion qui était à peu près de, on va dire, 1% sur le site à une conversion qui était à peu près de 2% sur le site. Donc 100% de conversion en plus, ce qui veut dire que j'ai beaucoup plus de prospects, beaucoup plus qualifiés. J'ai un petit peu shooté les prospects qui étaient un peu hors sujet. Et donc finalement, j'arrive au même niveau de chiffre d'affaires, voire plus. Et j'ai un trafic qui est largement un petit peu moins inférieur. Et là, avec les travaux, j'ai fait aussi un gros travail là depuis à peu près, on va dire 3 mois, de remise en valeur des articles existants, etc. Ce qui fait que finalement, de moins 20, moins 30, je passe à maintenant moins 15 à peu près en trafic par rapport à l'année passée. Donc en fait, finalement, avec en plus les efforts de conversion, je remonte vachement. Donc moi, ce que je conseille vraiment aux gens, c'est OK, commencez à générer du trafic chez vous, mais travailler la conversion, c'est des livres blancs, c'est des cours, c'est tout ça. C'est après mettre un système de marketing automation derrière, ciblé. Avant, j'avais une liste pour tout le monde parce qu'en fait, sur Aweber, le système, c'est ben voilà, tu payes en fait par personne sur telle liste. Si une personne est inscrite sur 3 listes, en fait, tu payes 3 fois. Et comme j'avais pas mal de 80 000 d'abonnés à ma news, donc en fait, bah, j'avais pas diversifié. Et là, en fait, j'ai complètement changé les choses. Je suis passé sur 4 responses et j'ai vraiment une liste dédiée par typologie. Alors les gens parfois sont pas très contents parce qu'ils reçoivent plusieurs emails à la suite. Mais en tout cas, ça me permet de mieux cibler, mieux convertir et d'être beaucoup plus efficace. Puis j'ai travaillé mes landing pages aussi. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. J'ai diversifié mes sources de trafic. Tu vois, je fais du podcast, je fais de la vidéo, je fais des notifs via le navigateur, je travaille sur mes pages Facebook, sur mon compte Twitter, sur mon compte LinkedIn, ce qui fait en fait que j'ai vraiment bien boosté là-dessus. Alors justement, tu parlais des vidéos. YouTube est le deuxième moteur de recherche. Ouais. Aujourd'hui, les vidéos que tu fais sur YouTube, par exemple, tu as une fréquence, tu te donnes effectivement des objectifs précis pour les faire, pour les réaliser, pour les optimiser. Alors en fait, j'essaie de me faire une routine. En fait, c'est important si tu veux vraiment investir dans le temps, c'est de faire quelque chose qui va être régulier. Par exemple, moi, je sais que tous les lundis, mardis, je publie un article systématiquement, mais un seul article. Parfois, j'en publie deux parce que j'ai une actu, une news, une vidéo, un machin, un truc comme ça. Mais je me contente vraiment de me concentrer sur un article par semaine, c'est vraiment le minimum. Donc après, pour les vidéos, c'est un peu différent. Les vidéos, en fait, pour moi, YouTube, c'est pas un canal d'acquisition principal. Pour moi, c'est juste en fait de profiter un petit peu de ce qu'il y a, aller capter un petit peu de trafic et tout ça. Donc en fait, j'ai une stratégie d'être présent sur ces différents canaux. Et donc, ce que je fais, c'est que je réexpacte mes contenus en multicanaux. C'est-à-dire qu'un article de blog qui est sympa, je vais en fait après faire un screencast. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lire à l'écran et je vais en fait ajouter un peu plus de choses, un peu plus de sentiments, des anecdotes et tout ça. Et un article qui, on va dire, je vais faire 110 ou 120% de contenu par rapport à l'article. Et ça va me permettre d'être beaucoup plus vivant. Et donc, j'en fais une vidéo sur YouTube. Ensuite, j'en fais un podcast. Et en fait, c'est assez sympa parce qu'en fait, souvent, les gens me disent, je te connais grâce à ton podcast. Parce qu'en fait, le podcast, c'est moins de trafic. Mais en fait, c'est des trafics qui sont beaucoup plus ciblés. Et assez bizarrement, tu vois, je pense que je fais à peu près une centaine de vues par mes vidéos. Mais comme je disais, ça fait à peu près un an et demi que je commence uniquement à faire de la vidéo vraiment de manière régulière sur YouTube. Peut-être même plus, peut-être 2 ans. Mais donc, en fait, voilà, ça permet en fait comme ça d'être beaucoup plus visible sur YouTube. Mais c'est surtout le podcast où là, ça a un gros impact parce qu'en fait, il y a peu de concurrence sur le podcast pour l'instant. Et en ayant en fait réutilisé mes vidéos sur le format podcast, eh ben, ça me permet d'avoir une double visibilité. Voilà. Et c'est beaucoup plus intime. C'est un format où les gens me disent je te connais grâce au podcast, alors que personne ne me dit je te connais grâce à ta chaîne YouTube. Mais donc, c'est parce que aussi, j'ai pas un format YouTube. En fait, sur YouTube, tu as comme des formats spécifiques avec une volonté d'avoir une vidéo qui est très tac, tac, tac séquencée. En fait, comme un clip vidéo, il faut que les gens, en fait, perdent pas l'attention. Donc, tu dois capter l'attention. Par exemple, une vidéo comme on le fait là, malheureusement, les gens, c'est trop long. Sur YouTube, généralement, ils regardent YouTube et puis ils sont un petit peu quelque chose, ils mettent ça en but de fond, etc. En podcast, ils sont en train d'écouter ta voix en direct. Donc, c'est vraiment différent. Et les formats longs, même si YouTube maintenant les privilégie, parce que c'est pour lutter contre Facebook, qui est vraiment le roi des formats très très courts, Facebook maintenant privilégie les formats un peu plus longs, 20 minutes, etc. Bah, néanmoins, c'est quand même plus compliqué d'être bien référencé. À part si tu fais des tutos.
comment faire pour faire ceci, comment faire pour ça, comment utiliser Twitter, comment utiliser Facebook, comment mettre des PDF et tout ça. Là, tu marches bien, mais autrement, la vidéo interview comme ça, c'est un peu, ça n'aura pas un succès de malade, quoi. Alors j'enchaîne justement. Qu'est-ce que tu penses du concept effectivement que j'ai lancé sur le fait d'aller interviewer les métiers du web? Bah, c'est une excellente stratégie, puisqu'en fait, c'est la stratégie de l'interview qui est extrêmement puissante, puisqu'en fait, moi, je l'ai utilisé aussi pendant très longtemps et je l'utilise encore. C'est en fait, si tu veux, capter du trafic d'un influenceur, bah, tu vas l'interviewer, toi, comme toi et moi. Et puis après, moi, bien sûr, je vais relayer l'interview sur mon blog. Je ne sais pas si tu m'autoriseras, mais autrement, je le mettrai sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Donc, je donnerai de la visibilité Bien à sûr. ton contenu. Puisqu'en fait, tu pourras mettre une intro en jingle et à la fin un petit truc en disant tiens, retrouver des interviews sur Bidule Truc Chouette. Voilà. Donc, c'est extrêmement fort pour ça. Deuxième chose, c'est intéressant parce que c'est moi qui produis le contenu. Et donc, en fait, c'est pas toi. Donc, après, bien sûr, tu as un système de retraitement, mais c'est quelque chose qui est super puissant. Moi, ma technique pour les interviews, j'ai changé un peu parce que l'interview vidéo prend du temps. Tu vois, on est en train de prendre une demi-heure, 45 minutes ensemble. Et ensuite, il y a un retravail derrière qui est important. C'est-à-dire que si tu balances une interview comme ça en texte sur ton blog, et ben en fait, ça va donner un truc qui va être un peu long et les gens ils vont pas lire. Donc en fait, tu dois faire un travail de synthèse et passer de l'oral à l'écrit. Donc tu as quand même un travail assez important. Donc c'est pour ça que moi maintenant, pour ce truc-là, je préfère faire de l'interview écrite. C'est-à-dire que je donne 5 questions en fait à répondre à une personne avec des questions qui sont très orientées pratico-pratiques pour pas faire des questions généralistes. Et en fait, ça me permet de comme ça de faire créer gratuitement par d'autres personnes mon contenu et ensuite pouvoir le faire relayer par eux. Donc ça, la technique de l'interview est assez géniale. Voilà. Et puis surtout, c'est vrai que l'interview, ça permet de connaître un petit peu les gens. Mais vraiment, le piège de l'interview, c'est vraiment ça qui est super grave. Et moi, je me suis fait avoir pendant un an et demi sur mon blog, en fait, conseil marketing, parce que j'allais en soirée et j'allais filmer les gens. Mais je les filmais un petit peu au pied levé, quoi. Et donc, en fait, ils n'avaient pas le temps de préparer un truc et souvent, les interviews étaient un peu minables. Et moi, je passais du temps à monter l'interview. Ensuite, je faisais un résumé. Et parfois, même, je faisais même pas de résumé, je faisais juste en fait l'interview, la vidéo, avec quelques lignes d'intro. Et les gens, ils disaient, c'est long. Par exemple, tu vois, au début, je disais, bah, alors, est-ce que tu peux te présenter? Et en fait, ça, paf, faut surtout pas le mettre. Il faut directement arriver à je fais ci. Donc, en fait, l'interview, c'est à double tranchant. Si tu veux l'utiliser bien et correctement, soit en fait tu fais en format podcast. Je ne sais pas si tu le fais, moi je te conseille de mettre un podcast et tu as juste à ouvrir un compte sur SoundCloud ou Audioboom et à balancer ton interview dessus. Ou soit en fait tu passes un format un petit peu monté, un peu fort. Et après la transcript bien sûr de ton interview sur ton blog parce qu'en fait il faut être clair, sur un blog, la vidéo, ça marche pas énormément. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens recherchent en fait sur un blog, ils viennent principalement de Google. Ils viennent pas de YouTube, ils viennent de Google. Et Google, il aime bien le texte, il n'aime pas la vidéo. Si tu veux, enfin, il aime pas, il aime moins la vidéo. Donc en fait, il ira plus sur un YouTube. Et donc en fait, si tu veux générer du trafic sur ton blog, il faut de l'écrit. Si tu veux forcément avoir de la chaîne enfin des visites sur ta chaîne YouTube, il faut pas mal de vidéos avec une optimisation des mots-clés, une optimisation des titres, etc., etc. Donc en fait, c'est des stratégies qui sont un petit peu différentes. Oui, comme tu le disais très justement, oui, effectivement, il y a les influenceurs et les influenceurs vont relayer l'information, donc ça c'est très 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 important pour moi. Et puis c'est un accord gagnant-gagnant parce que ça apporte du contenu aux gens. Pour la personne, effectivement, ça lui permet aussi de parler de ce qu'elle aime bien et puis de son actualité et puis de faire un petit tour sur son activité et en même temps elle peut mettre aussi un lien sur son site internet comme l'a fait par exemple Daniel Dijbia dans l'interview que je lui ai accordée sur comment être numéro un sur Google. Oui, tout à fait. Mais l'interview, moi, je trouve que quand c'est bien fait, c'est vraiment gagnant-gagnant. Pour moi, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas contradictoire. L'interview, quand c'est bien fait, ça pousse, ça valorise la personne qui est interviewée, et en plus, toi, ça te permet d'avoir du contenu, de la visibilité, etc. Moi, c'est pour ça que systématiquement, j'accepte en fait toutes les interviews. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment qui est naturel, quoi. Oui, puis moi j'aime beaucoup ça, quoi. Je trouve que c'est un rapport très proche l'interview.
c'est à la bonne franquette, c'est sympathique. Les personnes effectivement qui ont écouté une interview peuvent ensuite mettre en application ce qui a été dit. Donc je dirais, c'est presque de l'instantané, quoi. Ouais, mais après, vraiment, le piège de l'interview, hein, c'est vraiment apporter de la valeur. C'est pour ça que moi, souvent, en fait, tu vois, la partie présentation, j'essaie de la limiter un maximum et de passer directement au conseil pratique. Parce qu'en fait, si tu fais pas ça, en fait, tu vas vite lasser les gens et même s'ils aiment bien, ils aiment bien en fait les petites anecdotes, ce qui se passe derrière. Par exemple, moi, il y avait des gens qui me disaient quand je faisais un podcast, en fait, à un moment donné, en fait, j'avais pas de temps du tout pour produire du contenu, donc je prenais mon téléphone portable, mon smartphone, et puis en fait, je m'enregistrais sur la route, en fait, en allant au boulot ou en rentrant le soir, et donc en fait, ça me permettait en fait de produire du contenu et de le faire transcrire de manière partielle. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai créé quasiment 600 podcasts en très peu de temps. Donc, Ouais, en fait, c'est intelligent comme concept aussi. ah ouais, ça marche super bien. Et ce que me disaient les gens, mais le son était pourrave. Par contre, les gens étaient pas contents. Et sur un podcast, c'est important d'avoir un bon son. Mais en fait, tu vois, ils me disaient, ce que j'aime bien, c'est un petit peu l'aspect intime où tu racontes un peu ta life et tout ça, la vie cachée des gens. Ça, ils adorent. Ouais, tout à fait. Alors, quels sont les logiciels que tu utilises le plus souvent au quotidien? Alors bon, bah, bien sûr WordPress qui est pour moi l'indispensable, hein, pour créer un site internet. Ça, c'est un petit peu la clé. Après, en fait, je vais te dire un petit peu les outils que j'utilise. Alors, j'utilise également en chat, en fait, ClickDesk. C'est en fait le chat qui est sur mon site internet, c'est un chat offline, c'est-à-dire que je suis jamais connecté, mais en fait, les gens peuvent m'envoyer un message qui est transféré sous forme d'email, et c'est mon assistante qui répond quand c'est grâce à une FAQ de 100 pages que j'ai fait, ou alors quand c'est trop compliqué, c'est moi qui réponds. J'utilise également les notifications par le navigateur, c'est-à-dire que j'utilise Push Engage qui permet en fait d'avoir une notif et les gens en fait reçoivent un petit message régulier. J'utilise également en newsletter GetResponse, qui est vraiment un super outil qui permet de faire de l'emailing. J'utilise encore Aweber, j'utilise encore SG Autorépondeur, j'utilise un petit peu Mailchimp, mais GetResponse, c'est là où j'ai mis ma plus grosse partie de ma liste. J'utilise également Jarvee. Jarvee qui est un petit outil qui permet d'aller augmenter un petit peu son trafic sur YouTube, Pinterest et Instagram en allant ajouter les gens de manière automatique. Donc ça, c'est assez sympa et ça permet de faire grandir un petit peu son réseau. J'utilise pas mal aussi Mention.net, qui est en fait un outil d'e-réputation qui est assez sympa, qui permet en fait d'avoir un petit alerte sur ce qui se dit sur ton nom, sur ta marque, etc., etc. Autrement, donc, j'utilise beaucoup Yoast SEO, qui est l'outil en fait qui me permet de mieux référencer mon site internet. J'utilise beaucoup Infinite Suggest, qui est en fait un outil qui permet de générer plus de mots-clés pour mes articles et pour YouTube. Pour YouTube, j'utilise aussi Video IQ, maintenant qui est moins intéressant avec la nouvelle version de YouTube. Mais en fait, c'est quand même assez intéressant parce que ça permet de voir si sur certaines vidéos, tu as mis des mots-clés, pas tous les mots-clés, etc. Pixlr, qui est un outil de retouche d'image, qui est assez sympa. J'utilise aussi Photofiltre, qui est vraiment bien. J'utilise également Composer de temps en temps pour faire de l'HTML, mais de moins en moins. J'utilise Canva et Trello pour faire des petites bannières, des choses comme ça. Sachant que de plus en plus, j'utilise en fait PowerPoint, tout con. J'utilise PowerPoint pour faire des montages et des choses comme ça. Je trouve que c'est plus simple que tous les outils de retouche graphique. Donc, tu utilises un slide PowerPoint, tu ajoutes tes images, tu mets du texte et tout ça. C'est plus simple, je trouve, que d'aller se faire chier. Voilà. De D'accord. temps en temps, j'utilise aussi GoAnimate pour faire des animations. J'utilise Vimeo pour faire tout ce qui est formation vidéo, vidéo privée, vidéo sur les pages de vente. Un excellent outil que j'utilise tout le temps, c'est Thrive Team, que j'utilise pour faire les formulaires sur mon site web, que j'utilise pour faire mes landing pages. C'est vraiment un super outil que je vous recommande d'utiliser, qui est vraiment génial, quoi. Autrement, donc, j'utilise vachement SlideShare, hein, pour héberger ce qui est PowerPoint, etc., etc. Pinterest, j'utilise pas mal pour rechercher des images. Audio, et j'utilise Pixabay aussi pour avoir des images libres de doigts.
Audioboom et SoundCloud pour héberger mes podcasts. Ça, c'est important parce que ça permet d'avoir un peu de visibilité en plus. J'utilise aussi des raccourcisseurs d'URL avec tracking. Alors, j'utilisais pendant très longtemps Bitly, mais le problème, c'est que ça ne suit pas bien la conversion. Maintenant, Bitly, j'utilise surtout pour voir s'il y a eu des clics ou pas, par exemple sur LinkedIn, etc. J'utilise pas mal Link Tracker, qui est assez sympa, mais bon, je trouve qu'il est un peu rustique, mais bon, ça permet en fait de traquer vraiment tes trucs. Tu as également, bien sûr, Google Analytics, qui permet de faire de l'A/B testing gratuitement. J'utilise aussi pas mal Hotjar. Hotjar, c'est un outil qui permet de faire du bitmap et du mouse tracking. Ça te permet en fait, par exemple, quand tu fais une landing page, de voir en fait ce que font les gens. C'est assez sympa d'utiliser un outil comme ça parce que ça permet comment dire, de voir exactement ce que font les internautes. J'utilise pas mal aussi Deposit Photo et Gemstime, qui sont des outils en fait, enfin des solutions où tu peux avoir des images à pas trop cher, et ça c'est assez sympa. Audio Jungle pour acheter des vidéos, enfin des audios plutôt libres de droit, en particulier pour faire des animations, des choses comme ça. Autrement, j'aime bien utiliser Revive All Post, qui est un outil c'est un plugin WordPress, un Revive All Post, qui permet en fait de republier automatiquement du contenu ancien. J'utilise buffer.com pour republier aussi du contenu. WP Rocket, c'est un plugin WordPress qui permet d'accélérer ton cache, qui est assez sympa, je trouve. Voilà. Si aussi on a un blog Item Security et WordFence, c'est indispensable parce que, comme je disais, WordPress, c'est vraiment une passoire, donc il faut vraiment blinder la sécurité, c'est vraiment super important. Donc, je te disais Push Engage qui permet de faire des notifs via le navigateur. J'ai utilisé aussi ManyChat pour faire un chatbot sur ma page Facebook, mais bon, je pousse pas trop ma page Facebook, c'est vraiment pour moi, c'est accessoire. Je suis vraiment concentré sur mon blog, à la rigueur 2, le podcast, 3, YouTube, et après les autres réseaux sociaux tels que Twitter, enfin LinkedIn, je pense que c'est plutôt allez, on va dire le 2 ou 3e en fait, 3e peut-être. D'accord. Voilà. Ça fait pas mal de choses, en effet, ouais. Je pense Ouais, que donc les gens ont noté et puis ils ont dû se dire, effectivement, bah tiens, il y a beaucoup de choses en anglais là. ouais, bah, LinkedIn Helper, c'est un super plugin sur LinkedIn. Ça, je te conseille. Octoparse, qui permet de faire pas mal de scrapping. Phantom Buster, qui fonctionne très bien. Zapier, qui est aussi sympa pour faire de l'automatisation. Tu as un petit plugin gratuit qui s'appelle Twitter Mass Follow, qui permet de suivre et de suivre des personnes. Autrement, j'utilise aussi Twakit, qui est un petit plugin qui permet, un petit logiciel qui permet d'automatiser pas mal de choses sur comment dire, sur Twitter. C'est vraiment assez sympa, je vous recommande de l'utiliser, c'est un bon petit outil. Autrement, en montage vidéo, j'utilise Camtasia. J'ai commencé aussi à utiliser Screencastify, c'est un équivalent de Camtasia mais online qui est moins cher, que je donne surtout à mes assistants, enfin à mon assistante pour travailler dessus. C'est quand même assez sympa pour elle. J'utilise très très régulièrement SMrush. J'utilise soit en gratuit, soit en payant, qui est un outil vraiment très sympa. SMrush, j'utilise quasiment tous les jours comme Infinite Suggest, hein. C'est un outil pour moi qui est vraiment indispensable, quoi. J'utilise pas mal Evernote pour prendre des notes, ça aussi. Pour faire tout ce qui est vente, gestion d'upsell, de bump et tout ça, vendre mes produits numériques, j'utilise Cuneo. Je passais pendant très longtemps par OneTPE et ClickBank. Et finalement, cet outil-là, il est vraiment assez sympa, il est simple à mettre en place et il est vraiment facile à utiliser. Voilà. D'accord. J'utilise beaucoup Slack aussi. Slack qui est un super outil pour partager des données. C'est vraiment sympa. D'accord. Peux-tu nous raconter une journée type de boulot quand tu te lèves du matin jusqu'au soir? Alors en fait, c'est un peu différent depuis que j'ai ma fille là, qui a 6 mois, donc mes journées sont devenues très courtes. Mais bon, grosso modo, tu vois, bah, je suis réveillé avec les cris de ma fille actuellement vers les 6 heures du matin, donc je lui donne un bip et tout ça, puis après j'essaie de me recoucher. Ensuite, tu vois, dans le trajet, là j'ai un trajet court pour aller au taf, mais en fait pendant le trajet, en fait, je lis en fait mes emails, je regarde un petit peu les médias sociaux, je fais un petit like, je souhaite les anniversaires et tout ça. Ensuite, bon bah, généralement je me détends un peu avec un Clash of Clans, donc c'est un petit jeu qui est assez addictif, mais qui me permet en fait de se sentir un peu bien et puis de sortir un peu du quotidien. Il faut faire attention, c'est comme les séries télé. Moi, je ne regarde plus les séries télé parce que si tu mets une doigt là-dedans, c'est un engrenage, c'est de la vraie drogue. Donc voilà, j'essaie de pas trop m'y mettre.
Après, j'ai une petite période en fait de marche à pied entre le bus et mon boulot. Et soit en fait, je me mets en mode un petit peu détente, soit en fait, j'écoute des livres en audio. Et ça, je le fais souvent le soir et le matin. Les livres en audio, c'est vraiment sympa parce que ça te permet de lire très rapidement des livres avec Audible et d'avoir l'essentiel. Par contre, c'est hyper moins puissant que lire un livre parce que tu n'as pas la même intention, t'as pas la même, tu notes pas aussi bien, mais ça permet au moins d'écouter une première fois. Généralement, un bouquin, j'utilise à vitesse 1, je le lis comme ça en audio en vitesse 1,25 et en fait, je l'écoute au moins 2-3 fois. Je prends des notes sur mon smartphone et après, j'essaie de les appliquer à moi-même ou les montrer dans mes différentes formations. Donc voilà, après, j'arrive au taf. Donc au taf, moi, j'ai une organisation assez simple. J'essaye de programmer des plages de travail pour des actions, c'est super important parce que ça te permet de savoir ce que tu vas faire dans la journée et pas de dire tiens, qu'est-ce que je vais faire. J'essaye de commencer les tâches les plus dures dès le matin. Et là, actuellement, dans le taf où je suis, heureusement, j'ai pas beaucoup d'emails, mais il y a certains boulots où j'avais des tonnes d'emails dès le matin, donc j'y répondais sur le trajet, etc. Et j'essaie d'être un peu moins, comment dire, un peu moins sur les emails et travailler en concentration sur des sujets et essayer de ne pas me disperser. Ça, c'est vraiment important. J'essaie de faire du time boxing aussi, de me dire, bah, tiens, j'ai tant de temps pour faire ça. Et j'essaie de ne pas repousser, parce que souvent le problème, c'est qu'on crée des plages de travail et puis on repousse dans son agenda. Ça, c'est pas génial, en fait. Voilà. Puis après, donc le midi, je m'accorde généralement une petite pause. Et puis après, j'essaye de bosser un tout petit peu pour moi aussi, pendant un quart d'heure, une demi-heure à la pause déj. Et puis après, donc, retour au taf. Et puis après, le soir, bon, un peu la même chose, email pendant le trajet, etc. Ensuite, ben, je me mets comme règle de ne pas bosser avant 21h30. Et je reste avec la famille, les enfants et tout ça. Et après 21h30, ben voilà, je gère un petit peu les priorités. Alors, j'ai un petit carnet où je note voilà, tout ce que je dois faire cette semaine et des choses comme ça. Donc, une to-do list. Et je me dis, ça, c'est un truc à faire en priorité. Et donc, en fait, ben, j'essaye de faire ce que je dois faire. S'il faut, en fait, j'essaie de ne pas lire les emails ou de lire que les 2-3 emails importants et de dire, bah, de toute façon, les autres emails, je les traiterai plus tard. Et j'essaye de produire quelque chose qui peut être une formation vidéo, une optimisation sur le site ou des choses comme ça, qui vont vraiment apporter de la valeur. Parce qu'autrement, tu peux te faire voler ton temps facilement avec lecture de newsletter, répondre aux emails, machin et tout ça. Donc, en fait, il faut essayer de faire ça de manière un peu intelligente, quoi, et puis de prioriser un petit peu les choses. Et puis voilà, généralement à minuit, moi, comme je te disais, je vais pas tarder à me coucher. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, c'est à ce moment-là que je souhaite les anniversaires. C'est toujours assez intéressant sur Facebook d'être les premiers. Et j'essaie de mettre en place des stratégies pour comment dire, générer du trafic aussi. Par exemple, depuis quelques temps, quand je souhaite les anniversaires sur Facebook ou sur LinkedIn, j'offre en fait un petit cadeau, une mini formation vidéo qui est gratuite et qui est sur mon site, mais qui fonctionne bien. Puis j'essaye également de faire ce que j'appelle l'efficacité maximale, c'est-à-dire de faire en sorte que je ne vais pas faire un truc parfait, mais j'essaie de faire un truc. C'est-à-dire que, ok, l'article, l'optimisation va pas être génial, mais au moins je fais un truc et ça fait la différence. Parce que, par exemple, euh, si tu es trop perfectionniste, tu vas jamais y arriver. Et quand tu es tout seul, tu n'as pas beaucoup de temps, il faut vraiment le faire à mort. Et c'est le concept du growth hacking. C'est vraiment essayer de faire en peu de choses, avec peu de moyens, faire avoir une efficacité maximum. Très intéressant tout ça, hein. On voit que d'une certaine manière que tu priorises, oui, tu es très productif. Ouais, mais en fait, comment je fais pour être productif, c'est que aussi je mets une pression. C'est-à-dire qu'en fait, je me mets des deadlines et tu vois, par exemple, je sais que tous les mois, tu vois, je dois faire dans la formation vidéo, la Star Marketing Academy, je dois faire à peu près 2 heures de contenu. Donc, je sais que je dois faire 2 heures de contenu là-dessus, ça m'oblige à le faire. Puis après, je sais que je dois rendre en fait une formation vidéo là sur LinkedIn parce que j'ai un atelier là le 12, le 12, 11 au 12 novembre. Et donc, je sais que putain, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, en fait, ça me force à travailler en temps très limité en mettant de la pression, en mettant des objectifs. Alors c'est un peu dur parfois, mais ça t'oblige en fait à faire des choses. Parce que autrement, qu'est-ce que tu ferais? Il y a pas mal de gens qui procrastinent, qui repoussent. Quand tu te fous des objectifs et que tu n'as pas le choix, et ben putain, tu es obligé de trimer. Voilà. Et des fois, ça m'a obligé à me forcer à être au-dessus en sur-régime. Tu vois, quand je me suis pété l'épaule, toi, je suis tombé en trottinette. Et ben en fait, ça m'a fait une triple fracture de l'humérus. Donc c'était vraiment un truc grave. Je me suis dû me faire opérer, enfin tout le bordel. Et c'était lié au fait que j'étais en fait en situation d'épuisement, quoi. Avec ma fille et tout le bordel, j'étais le moindre truc, mes os étaient devenus très faibles. Donc en fait, il faut faire attention à ça. Le sommeil est pas un ennemi. Moi, pendant des années, j'ai considéré le sommeil comme un ennemi. Et
toi, je prenais des vitamines. Des fois, quand je voulais bosser à mort, je prenais un peu de Red Bull et hop, ça y est, tu étais parti pour 1 heure ou deux de boulot. Mais maintenant, je comprends que le sommeil n'est pas là pour n'est pas un ennemi. Hein, le sommeil est important et donc j'essaye de faire une petite sieste ou des choses comme ça, même si, tu vois, je dors, allez, 5-6 heures actuellement par nuit, quoi. Et c'est pas bon D'accord. parce que 5-6 heures par nuit, déjà, tu n'es pas de bonne humeur, tu fais des fautes d'indentation, tu es, t'es moins efficace. Et j'essaye comme ça, pour ça, de faire des petites siestes ou des choses comme ça. Mais bon, quand tu te mets la pression et que tu te fais un truc aussi, voilà, c'est comme ça. Mais tu as deux antagonistes. Soit en fait, tu optimises ton temps et tu essayes de faire un maximum de choses et tu produis des choses et c'est pour ça que moi, je continue à garder en visibilité alors qu'il y a une concurrence énorme dans le web marketing. Soit en fait, bah, tu fais attention à ta santé et tu vis sur le long terme. Donc, il faut faire attention parce que si tu dors 6 heures par nuit, tu réduis énormément ton espérance de vie. Ouais, c'est clair qu'il faut, oui, le sommeil, c'est récupérateur. Il faut pouvoir effectivement se lever tôt et puis se coucher pas trop tard non plus, quoi. Alors, bon, on a été très bavard, on a 40 minutes et 43 secondes. Moi, je voulais donner effectivement quelques points. On m'a souvent dit dans les vidéos, c'est marrant parce que tu clignes les yeux, Phil, quand tu parles ou quand tu écoutes. Bah, c'est tout simplement parce que j'ai une webcam qui est sur mon PC avec un œil bleu. Et donc, ça me fait une luminosité très forte. Et au bout d'un moment, ça me fait cligner de l'œil, c'est clair. Ah, Euh, mets un petit post-it dessus. Ouais, mais si je mets un petit post-it, automatiquement la cam, ça va réduire le champ de prise, quoi. Ah, ok. Non, mais je prendrai une webcam à côté, de façon à plus avoir cet œil bleu et que ce soit elle qui soit prioritaire, quoi. Je voulais vous remercier aussi pour votre fidélité parce que c'est vrai que bon, que le blog Fiche Métier est tout jeune et donc il lui faut du temps, il lui faudra un petit peu de temps pour atteindre sa maturité. Je remercie aussi les gens qui sont interviewés et qui me font confiance pour mes questions. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez être interviewé par votre serviteur, ben, vous pouvez me contacter sur webmarketing@live.fr, webmarketing@live.fr. Et ben, je vais te laisser le mot de la fin aussi, Frédéric. Je te remercie pour le partage, pour effectivement le lien que tu pourras me mettre sur ton site. Ça apportera toujours Ah un oui, petit peu oui, de... je vais. Bah, comme je te le disais, généralement quand je fais une interview vidéo comme ça, donc je la publie sur mon blog. Ensuite, je la mets sur mon podcast, je la mets sur la chaîne YouTube. Et en fait, ça permet comme ça à toi et à moi de gagner en visibilité. Et c'est toujours comme intéressant parce que toi, on a passé quoi, 1 heure ensemble. 1 heure ensemble, il faut rentabiliser ce temps-là. C'est important parce qu'en fait, toi, moi, ça m'arrivait en fait souvent de dire oui à tout. Et maintenant, j'essaye de dire un peu non parce qu'en fait, finalement, mon temps est limité. Mais tu vois, par exemple, plein de gens me demandaient un guest posting sur mon site internet. Maintenant, je dis bah non, désolé, c'est pas dans ma thématique, ceci, cela, parce que finalement, quand un mec t'écrit un article de blog, moi j'ai un niveau d'exigence qui est super élevé. Bah, je passe autant de temps à le réécrire, à le relire, à l'optimiser que lui à l'écrire. Donc, je préfère utiliser mes contenus parce que j'ai un max de retard sur mes contenus, quoi. Voilà. Tout à fait. Je voulais dire aussi que le blog est simple pour l'instant parce qu'il y a un graphiste qui est en train de relooker le blog, donc c'est Ludovic, que je salue d'ailleurs, et on est en train de travailler avec le constructeur Divi, le constructeur de page Divi. Donc ça devrait avoir un peu plus de gueule, comme on dit. Bah, c'est vrai que moi, pour le site, en fait, j'utilise deux outils. Comme je te le disais, j'utilise Thrive Team pour les landing pages et puis faire des trucs un peu sympas sur les formulaires. Mais par contre, pour tout ce qui est thème, moi, je préfère passer en fait par Theme Forest, qui permet en fait d'avoir des thèmes clés en main. Et en fait, bah, comme je te disais, comme je suis attaqué avec des hackers grosso modo tous les 6 mois, bah, ça me permet comme ça de changer un thème, paf, en 3 mouvements. Toi, ça m'est arrivé, allez, quasiment une fois tous les ans, tous les 2 ans, du jour au lendemain, de changer de thème parce que le thème était hacké, parce qu'il y avait une faille de sécurité et tout ça. Donc en fait, là, je préfère avoir un thème qui est moins clean, mais qui change plus régulièrement, qui est facile à mettre en œuvre. D'accord. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de contenu dans cette interview, beaucoup de choses qui vont vous servir, à vous qui êtes entrepreneur ou qui avez envie de vous lancer sur le web. Frédéric est un passionné, ça se ressent, il est comme moi, il marche à la passion. Et on a bien senti effectivement que tu mettais le point sur les détails et que tu prenais le temps d'expliquer les choses et je t'en remercie. Pas de problème. Merci à toi. Tu veux peut-être rajouter quelque chose pour la fin de l'interview? Non, ben, à très bientôt, et puis bah, longue vie à Fiche Métier.
Merci à toi. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Donc n'oubliez pas de partager vous aussi cette interview à vos contacts et puis de commenter aussi. C'est important. Dites ce que vous avez ressenti, ce que vous aimez dans cette interview et dans les interviews effectivement. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous aimez pas ou des fois des choses qui peuvent vous choquer, des répétitions de mots que j'ai, des choses comme ça. N'hésitez pas. C'est une marque de fabrique comme on dit. Merci à vous et de votre attention.